Coucou les addicts, contente de vous retrouver pour le décryptage de l'épisode 7 Face, qui est définitivement dans mon top 5 des épisodes que je préfère de la série. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous informer que je suis en train de traduire là en parallèle une interview de Kate qui parle justement de cet épisode. Donc suivez bien l'actualité de la chaîne, abonnez-vous et activez la notification, comme ça vous serez informés dès que je publierai la traduction. C'est parti. Vous l'entendez, je ne pouvais vraiment pas commencer le décryptage de cet épisode en mettant la petite musique joyeuse qui accompagne généralement mes transitions. Je ne sais pas vous, mais moi, rien que d'entendre les quelques premières notes, les premiers accords de cette musique, ça me fend le cœur, je l'adore. Et ça donne bien le ton de cet épisode qui est empreint de gravité, qui porte un sujet très très lourd à traiter et qui a été fait de manière magistrale avec beaucoup d'introspection, beaucoup de silence aussi. Vous l'avez peut-être remarqué, mais l'épisode dure plus d'1 heure, alors que les 2 précédents étaient beaucoup plus courts, même que la moyenne des épisodes. Je pense que c'est volontaire et c'est un épisode qui prend son temps, qui a pris son temps pour vraiment entrer dans le vif du sujet de la perte de ce bébé, de Claire, de sa fausse couche. C'est un épisode qui est très clairement basé sur les ressentis de Claire, de son point de vue. Alors une fois n'est pas coutume, mais Jamie, on ne le voit qu'à la toute fin de l'épisode, dans, on va dire, le dernier quart. Et c'est très bien, puisqu'il nous fallait rester avec Claire et sur ses émotions pendant tout ce temps-là. Je le disais, c'est un épisode qui a vraiment su capter les émotions dans tout ce qu'elles ont de viscéral en réalité. Et la performance d'actrice de Kate à ce point de vue est phénoménale. C'est d'une profondeur vraiment magistrale. Et quand on sait qu'avant ça, elle était mannequin, franchement, ça donne tout le prix de sa performance. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, mais elle avait été nommée aux Golden Globes en janvier 2016 dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique. Et c'était probablement en lien avec cet épisode en particulier. Alors, elle n'a pas eu le prix, mais néanmoins, la simple nomination, c'était énorme. Kate a tellement bien su jouer les émotions avec son visage, son corps, que Tony Graffia, donc c'est celle qui a écrit le script, le scénario de cet épisode, a dit que lors de son script initial, elle avait ajouté beaucoup plus de voix off, mais que la performance de Claire, les émotions qu'elle arrive à faire passer sur son visage ont fait qu'ils ont retiré certaines des voix off parce que son visage parle de lui-même. Et ce qui fait que c'est un de mes épisodes préférés, c'est que vraiment on est dans les émotions avec Claire du début à la fin, on pleure avec elle, on souffre avec elle. Et quand une série arrive à faire ça, c'est qu'elle a gagné. Et c'est vrai que dans cet épisode, tout y est. Il y a une très très belle écriture. Donc je l'ai dit, c'est Tony Graffia. Il y a des acteurs sensationnels. Kate est mise en avant, mais franchement, si on regarde la performance de Sam, c'est pareil. Et j'ai envie aussi de mettre à l'honneur Stanley Weber, qui joue le comte Saint-Germain, et également l'actrice qui joue Louise, Claire Sermon. Franchement, ils ont joué de manière magistrale dans cet épisode. Donc, je le disais, une excellente écriture, de très, très bons acteurs, du beau cinéma, une belle réalisation, de l'amour, de la haine, de la science-fiction, un peu de magique. Et puis, mention spéciale au décorateur, John Gary Steele. Je pense notamment à la chambre étoilée, pour la scène avec Maître Raymond, le comte, Claire, le roi. Et puis vraiment, mention super, super spéciale à Bear McCreary, encore une fois avec ses musiques qui accompagnent nos émotions. Le thème de Face est déchirant. Et un petit passage aussi encore qui montre toute la subtilité de cette musique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous mets ça à l'écran, mais lorsque le roi regarde les 2 alliances de Claire, on passe du thème Claire et Jamie au thème de Frank de manière ultra subtile,
Mais voilà, pour l'oreille attentive que l'on a, on ne peut pas laisser échapper. Ma scène préférée de l'épisode, c'est vraiment une scène tout en émotion et qui fait couler des flots de larmes. C'est la scène où Claire retourne dans la maison parisienne de Jared. Dans cette scène, il y a tout, hein. Il y a la musique, les visages baissés des servants, les larmes de Suzette, la lente avancée de Claire, ses larmes. Le petit Fergus qui accompagne Claire tout au long de sa descente de la calèche et de son avancée vers la porte de la maison. Pour Claire, voilà, et pour toute femme qui est confrontée à la perte d'un enfant ou à une très grande douleur, se confronter à nouveau au regard des autres, c'est forcément très très difficile et on ressent toute la douleur et toute la peine tout le chagrin que Claire a encore à ce moment-là, évidemment. Ce que j'aime vraiment particulièrement, c'est son attitude avec Magnus. Il veut faire une courbette, Claire l'arrête et elle le remercie. Et bien sûr, elle est très lucide. Elle sait que c'est grâce à lui qu'elle est encore en vie. C'est lui qui l'a sauvée en l'emmenant à l'hôpital des Anges. Et finalement, c'est elle qui prend sa main et qui fait une courbette. Franchement, ça brise le cœur. C'est vraiment très, très dans l'émotion. Et ouais, j'adore cette scène. Il n'y a pas vraiment de scène ou de moment que je n'aime pas dans l'épisode. Juste deux petites choses, sans doute anecdotiques. La première, c'est que je n'aime pas trop la barbe de Jamie lorsqu'il revient à la maison. Je la trouve pas très naturelle. Probablement un problème de perruquier, costumier. Vraiment, oui, il y a un truc qui me dérange. Et l'autre chose, c'est l'histoire de cet orange que le roi a offert à Claire et que Claire reprend avant de quitter la chambre du roi. Je ne sais pas très bien pourquoi elle fait ça. Peut-être une façon pour elle de repartir dignement. En tout cas, oui, parce que l'orange, c'est très rare en France à cette époque. Hein. Bien évidemment, le roi, à Versailles, a fait mettre ce qu'il lui dit une orangerie et donc il en cultive. Mais ce n'est pas dans les assiettes de tout le monde en France. Donc c'est précieux. Mais Claire ne la mange pas, cette orange, puisque si vous êtes attentif, dans la scène où elle se confie à Jamie à la fin de l'épisode, on voit à un moment donné l'orange posée sur un meuble en arrière-plan. Donc pour moi, c'est une énigme, cette orange. Si vous avez des théories là-dessus, partagez-les, ça nous permettra d'en discuter. On l'a compris, Claire va être contente de quitter la France, mais néanmoins, je voudrais faire un premier zoom sur ses amis qu'elle va laisser derrière elle. Et je commence par Mère Hildegarde. Alors, du fait de son statut, ce n'est peut-être pas vraiment une amie, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui prend soin de Claire et qui a de l'estime pour elle. Mère Hildegarde, au début de l'épisode, est auprès de Claire quand Monsieur Forrest opère, je mets ça entre guillemets, opère Claire. Elle est très entourante, elle est rassurante, elle est bienveillante. Et Mère Hildegarde a ce rôle-là tout au long de l'épisode. Elle est très compréhensive et elle ne fait jamais aucun reproche à Claire. Et elle lui permet au contraire peut-être de réfléchir et d'aller plus loin dans son processus de deuil et de guérison. Alors c'est Mère Hildegarde qui doit annoncer les mauvaises nouvelles. C'est elle qui annonce à Claire la mort de son bébé. Elle a rejoint les Anges. Je trouve que c'est une très très jolie formule. Et c'est également Mère Hildegarde qui annonce à Claire que Jamie est en prison et que Black Jack Randall n'est pas mort à la suite du duel. J'aime beaucoup la façon dont elle demande à son chien Bouton de rester auprès de Claire. C'est très symbolique, mais oui, c'est ce qui fait qu'on sent vraiment l'attachement qu'elle a pour Claire. Et puis, Mère Hildegarde a également fait baptiser Faith illégalement. C'est un acte audacieux pour une dame d'église. Mais voilà, elle l'a fait et elle l'a probablement fait par amitié pour Claire. La deuxième personne que Claire va laisser derrière elle, c'est Louise.
Et je crois qu'on peut vraiment dire que c'est sa seule véritable amie à Paris. Je l'ai déjà dit dans un décryptage précédent. Et on avait déjà remarqué dans l'épisode précédent, lorsque Claire se retrouve entourée des dames de la cour et lors d'une discussion un peu légère, où Claire s'était sentie très mal, elle a quitté le salon. Et si on regarde bien, Louise s'est sentie mal au moment où Claire est partie. Elle a vraiment, elle prête attention à son amie. Et dans cet épisode, dans la scène où elle vient voir Claire à l'hôpital, elle est vraiment bouleversée, elle aussi, bien sûr. Elle est très délicate, très touchante. Je trouve qu'on découvre encore une autre facette de Louise, de son personnage et de la profondeur qu'elle peut avoir. C'est vrai que c'est Claire qui l'a convaincue de poursuivre sa grossesse. Et elle prend conscience de la valeur de sa grossesse et de ce que Claire lui a offert pour l'avenir. Vous avez remarqué cette façon qu'elle a de se toucher son ventre lorsqu'elle découvre Claire dans son lit avec Faith dans les bras. C'est très poétique. Et je trouve que Louise est vraiment très douce. Et on retrouve ce mot que Meryl de Garde a utilisé aussi. Et je trouve que c'est une jolie façon de dire que le bébé est un ange. Et Claire avait besoin que ce soit Louise qui vienne. Je pense qu'elle n'aurait pas donné son bébé à quelqu'un d'autre. Un autre ami que Claire va laisser derrière elle, c'est Maître Raymond. Lui aussi se présente auprès de Claire à l'hôpital, car il a dû apprendre qu'elle y était et qu'elle était en train de vivre quelque chose de terrible. Il se présente alors qu'il sait qu'il y a une menace sur lui et qu'il ne doit pas être découvert. Et il sauve la vie de Claire pour la deuxième fois. C'est ce que l'on entend en voix off. Et la première fois, c'était avec l'histoire du poison, puisqu'il avait fourni un faux poison, le bitter cascara, qui ne tue pas vraiment. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose de magique avec Maître Raymond, cette lumière bleue, la façon qu'il a d'extraire le morceau de placenta qui était resté dans l'utérus de Claire. Et en écho à ce que Claire lui avait dit lors de l'épisode précédent, lorsqu'elle était venue le prévenir que le roi allait lancer une chasse aux sorcières, entre guillemets, Claire lui avait dit que c'est ce que l'on fait pour des amis. Et là, Maître Raymond redit à Claire que c'est son ami et que c'est pour ça qu'il est venu. Il lui dit aussi qu'ils se reverront. On le sent sûr de lui, c'est la deuxième fois qu'il lui dit ça. Et en effet, il se retrouve dans la chambre étoilée. Claire est déroutée et surprise de le trouver là et pour pouvoir tenter de sauver et Maître Raymond et le comte de Saint-Germain, Claire met en œuvre, se sert des conversations qu'elle a eues avec Maître Raymond pour mettre en œuvre son plan pour sauver les deux. Maître Raymond, lui, a conscience que le roi ne sera pas satisfait d'une fausse mort, quelque part, et qu'il veut que quelqu'un meure lors de cette audition, appelons ça comme ça. Et c'est pour ça qu'il sacrifie le comte, pour se sauver lui-même et aussi pour sauver Claire. Lorsque Maître Raymond quitte la chambre étoilée, Claire... en voix off, nous dit qu'elle regrettera cette amie. Et en VO, en fait, c'est une réplique du Magicien d'Oz, encore une fois, une référence au Magicien d'Oz. Et pour la petite info, c'est très mal traduit en version française, puisque c'est pas du tout repris en réalité. Voilà, une raison de plus, une raison supplémentaire pour tenter de regarder cette série en VO. Je reste sur cette dernière scène, non pas pour parler d'un ami que Claire va regretter, mais pour évoquer le comte de Saint-Germain. Et d'abord pour dire que Stanley Weber, l'acteur, a été constant dans son jeu pour peindre ce personnage qui déteste Claire viscéralement. Il la déteste pour les pertes qu'elle lui a fait subir, avec les pertes commerciales, on va dire, et aussi pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle représente. Et j'en profite là pour vous dire que j'ai publié une scène coupée cette semaine qui rallonge un petit peu la scène de cette chambre étoilée. Et dans cette scène coupée, on voit une fois de plus le comte s'exprimer en français, mais à la demande du roi, il est obligé de parler anglais.
Alors, c'est vrai que le comte tente de se défendre. Il reconnaît avoir tenté d'empoisonner Claire. Si vous vous souvenez, c'était dans le salon où Jamie et Duvernay jouaient aux échecs. Euh, en, en revanche, il n'y a aucun mot sur l'attaque nocturne de Claire et Mary. Claire n'a jamais vraiment voulu le tuer. Et le comte en prend conscience quand il voit la réaction de Claire au changement de couleur de son collier. Et il sait donc que c'est Maître Raymond qui a introduit le poison dans la coupelle. Et à ce moment-là, le comte refait une tirade en français, bien sûr, dans laquelle il insulte Maître Raymond et Claire. Et pour la petite anecdote, en fait, Stanley Weber, c'est l'acteur qui a improvisé les répliques. Il y avait autre chose d'écrit dans le script qui n'était pas aussi cru. Et comme voilà, cette réplique est dite en français, l'acteur étant français, il s'est senti tout à fait légitime à improviser quelque chose qui a finalement été gardé. Et on voit ce comte qui accepte sa propre mort et le jeu de Stanley là est superbe. Tout passe dans ses yeux, la larme qui roule. Enfin, franchement, c'est très très bon. Pour mon zoom suivant, j'ai envie de parler de la scène d'ouverture qui démarre en 1954. Et cette scène d'ouverture est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir, car elle commence sur une sorte de focus sur les livres. Et puis, une scène d'ouverture traditionnelle s'en serait tenue là, si vous voulez. Mais en fait, l'action se poursuit et on découvre, bien sûr, une petite fille rousse et claire, apprêtée comme une femme des années 50. Et d'ailleurs, même le passage entre le XXe siècle et le XVIIIe se fait en continu. Il n'y a pas de rupture, en fait, dans la façon dans la réalisation. Et donc, on découvre Claire et sa fille en 54. Cette petite fille a environ 6 ans, puisque l'on sait depuis l'épisode 1 de la saison 2 que Claire a retraversé les pierres pour se retrouver en 1948 enceinte. Et on se dit donc que Claire est avec la fille de Jamie, cette petite fille rousse, et donc on n'a pas vraiment de doute. Mais c'est assez confusant pour l'esprit. Moi, j'ai souvenir de mon premier visionnage où je me disais, tiens, alors, s'il y a cette petite fille qui est là, c'est que finalement Claire, le bébé de Claire a survécu. Et on va nous parler de tout ça dans l'épisode. Et c'est vrai que ça rend le reste de l'épisode très intense et très poignant. Et qui que soit cet enfant, on sait que ça va aller pour Claire au XXe siècle, que donc elle a eu son bébé et puis qu'elle refait sa vie. Pour autant, on sent la nostalgie, voire pourquoi pas même la tristesse dans le regard de Claire lorsqu'elle évoque l'Écosse avec sa fille qui la questionne. Et on a bien un zoom sur les deux alliances. Donc on sait aussi que Claire n'a jamais retiré la bague de Jamie. Et si vous vous souvenez, dans l'épisode 1 de la saison 2, elle avait tenté de la retirer et Frank lui avait dit que c'était pas nécessaire tout de suite et qu'elle le ferait quand elle serait prête. Donc on découvre que 6 ans après, elle était toujours pas prête à retirer son alliance. Et la fin de cette scène, on suit un héron qui vole dans le ciel et qui se matérialise ensuite sur les voûtes de la cathédrale au XVIIIe siècle, cathédrale dans laquelle se trouve Claire, entourée de docteurs, des religieuses, etc. Je souhaite maintenant évoquer la relation de Claire avec Fergus. Et jusque-là, on a eu peu de moments juste entre eux deux. C'est surtout la relation entre Fergus et Jamie qui a été explorée dans les précédents épisodes. Et Claire, jusqu'à là, on voit qu'elle le tolère, bien sûr, même plus que ça. Elle jette un regard bienveillant sur ce petit garçon. Et dans l'épisode 5, je l'ai publié, donc vous pouvez aller la revoir si vous ne l'avez pas vu, mais il y a une scène coupée où Fergus coiffait très délicatement les cheveux de Claire en attendant le retour éventuel de Jamie qui avait été emmené par les gendarmes suite à la bagarre générale qui a eu lieu suite au dîner. On retrouve d'ailleurs une scène similaire dans cet épisode. Donc, c'est Fergus qui est venu demander à Claire de revenir à la maison. Il est venu la trouver avec un bouquet de fleurs bleues. Et je le disais tout à l'heure, Claire est aux côtés de Claire tout au long de la sortie de la calèche. Et on le voit porter un regard chargé de compassion pour Claire et un peu aussi
hésitant. Enfin, on sent qu'il ne sait pas trop quelle attitude adopter, mais il est là. Et donc, je le disais, on retrouve cette scène de coiffage, et quand Fergus pose la brosse sur la coiffeuse, il réagit assez bizarrement lorsqu'il voit les bouteilles de parfum, et c'est accompagné d'une musique un peu angoissante. Et donc, on se dit que, oui, évidemment, Fergus repense à ce qu'il a vécu chez Maison Élise. Et puis arrive le cauchemar de Fergus et ses confessions avec le flashback. On retrouve Claire là dans le rôle d'une maman qui va voir son enfant qui fait des cauchemars en pleine nuit. Et je trouve que ça dit quelque chose quand même de leur relation. Et dans la confession de Fergus, il y a quelques mots-clés qui font réagir Claire, et où elle sait avant même de savoir que l'anglais qui a attaqué Fergus, c'est Blackjack. Hein. Les mots-clés, c'est anglais, c'est lavande, et puis c'est l'attaque. C'est une scène, ce flashback-là, qui est très bien réalisé. On n'en voit pas plus que nécessaire. C'est vrai que ça aurait été quand même, pour le coup, un peu choquant de découvrir, par exemple, des acteurs un peu plus dénudés, etc. Et donc, pour moi, elle a sa place, cette scène, car c'était nécessaire de voir ce qu'a fait Randall, et ce qui a fait que Jamie a rompu sa promesse vis-à-vis de Claire. Il fallait qu'on visualise la scène pour en ressortir une émotion telle que celle que Jamie a éprouvée en découvrant ce qui se passait. Bien sûr, Fergus est en larmes, il est en grande détresse, et ça fait plusieurs semaines qu'il porte cette culpabilité, et il arrive à l'exprimer vis-à-vis de Claire, et ça c'est très très chouette. Donc je pense que Claire et Fergus ont créé des liens là dans cet épisode sur ces quelques scènes qui sont assez courtes, mais qui en disent beaucoup de leur relation. Je profite du Zoom précédent pour évoquer une question qui mérite d'être soulevée, même si je n'ai pas un avis très tranché sur la question. C'est la question du viol dans la série. C'est vrai que rien dans cet épisode, pour moi, il y a 2 viols. Bien sûr, il y a celui de Fergus qui est très caractérisé. Mais Claire est, de mon point de vue, également violée par le roi, même si elle savait à quoi s'attendre. Le roi est une personne qui a autorité et qui dispose d'un pouvoir, et à ce titre, là, quelque part, il abuse de Claire. Et bien que ce soit un acte très rapide et qui sonne comme la conclusion d'une transaction, pour moi, c'est une sorte de viol. Et il y en avait déjà eu beaucoup d'autres, saison 1 hein, notamment, mais également dans la saison 2, des viols aboutis ou non, violents ou non d'ailleurs. Et le pire, bien sûr, ça reste Wentworth et ce qu'a subi Jamie. Mais si vous vous souvenez, Claire avait été quasiment violée par des soldats anglais peu de temps après le mariage. Jenny également, avec Blackjack Randall. Là, c'est un flashback. Claire, hein, lorsque elle se retrouve en face de Blackjack vers la fin de la saison 1. Et puis Mary et Claire dans les rues de Paris au début de la saison 2. Alors, on peut s'émouvoir du traitement du viol dans la série. Moi, la seule chose que j'en dis, c'est que c'est l'écriture de Diana. Et je vois mal comment on pourrait se passer de les mentionner dans la série, puisque ça fait progresser l'action et que pour moi, c'est nécessaire. Et enfin, je voulais évoquer les parallèles que j'ai trouvés entre l'épisode 1 de la saison 2 et cet épisode. Alors, la première chose, c'est tout l'écho que peut avoir l'épisode qui se passe en 1948, maintenant que l'on sait que Claire a perdu son bébé. Ça veut forcément dire que lorsque Claire retraverse les pierres, c'est une 2e grossesse. Donc bon, qui se passe bien, puisque dans cet épisode 7, on voit en tout début d'épisode, j'en ai parlé juste avant, une petite fille qui semble avoir 5, 6, 7 ans. Mais ce que je voulais surtout pointer dans le parallèle, c'est la scène du retour de Jamie, hein, lorsqu'il commence à monter les marches.
qui pour moi est complètement à mettre en parallèle avec la scène des explications de Claire à Franck dans l'épisode 1 de la saison 2, lorsqu'elle se sent enfin prête à raconter à Franck ce qu'elle a vécu. Et il y a plusieurs éléments. Alors, je commence. Tout d'abord, il y a la lente montée des marches d'escalier. Si vous vous souvenez, Franck était lui aussi très très hésitant. Il s'était arrêté à un moment donné sur un palier. C'est pareil pour Jamie. D'ailleurs, on ne voit pas le visage de Jamie tout de suite. Et dans l'épisode de Franck, on va l'appeler comme ça, Franck était un peu dans l'ombre lors de toute sa montée d'escalier. Deuxième chose à mettre en parallèle, c'est que dans les deux cas, Claire attend les hommes en haut de l'escalier. Et puis ensuite, elle raconte en détail ce qui lui est arrivé, dans un cas comme dans l'autre. Et Franck, comme Jamie, l'écoute sans l'interrompre. Alors, Jamie pardonne à Claire, il lui dit, et Franck, de la même façon, accepte ce qu'elle dit. Et ensuite arrive, je vais l'appeler comme ça, le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire qu'une fois que Claire a tout raconté, elle s'en est gardée un peu sous la semelle et elle a des annonces à faire. Et dans le cas de Franck, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Et dans le cas de Jamie, elle lui annonce qu'elle a couché avec le roi. Et ce qui diffère là, en revanche, ce sont les réactions des hommes. Franck, si vous vous souvenez, lui, il casse tout. Hein. Il descend dans la remise du révérend Wakefield et il casse tout. Jamie, lui, est affecté. Hein. On voit bien que dans son regard, ça le touche, le fait que Claire lui dise qu'elle est couchée avec le roi. Mais il intériorise beaucoup sa réaction et en réalité, on sent que ce qu'elle vient de lui dire, c'est rien à comparer à la perte du bébé et qu'il ne va pas en faire toute une histoire. Et dans la suite des réactions, Jamie, lui, ne rejette pas Franck. Il dit à Claire, il fait partie de ta famille, et il accepte que Franck soit important pour elle. En revanche, Franck, lui, veut que Claire oublie Jamie, qu'elle le raille de sa vie et qu'elle continue dans sa vie sans penser à lui. Il veut d'ailleurs élever l'enfant comme si c'était lui le père. Et c'est une totale négation de ce que représente Jamie pour Claire. Donc vous voyez là, les deux hommes se diffèrent. Et c'est pour ça que, franchement, en tant que spectateur, on aime Jamie. Enfin, voilà, il n'y a pas photo sur des réactions comme ça. Et je poursuis un peu ce zoom, même si c'est plus forcément sur le parallèle, mais j'ai envie de parler de Claire et Jamie et de leur retrouvailles. Une fois que Jamie a fini de monter l'escalier, il y a un silence entre eux, c'est effrayant. Alors c'est en plus accentué par le tic-tac de l'horloge. Et d'ailleurs, ça fait écho à l'absence de Jamie au début de l'épisode 5, hein, lorsqu'il avait été emmené par les gendarmes. L'épisode suivant s'ouvrait sur Claire qui était seule dans le salon avec Fergus. C'est le même tic-tac de l'absence, en fait. Il y a une tentative de recréation du lien, mais Claire ne regarde pas Jamie. Et au début, elle n'arrive même pas à lui parler. Et elle s'ouvre enfin quand Jamie lui demande si elle le déteste. Et là, on entre dans le flashback de Claire et dans sa confession, ou en tout cas dans l'histoire, hein, dans la narration de ce qui s'est passé. Et ce flashback a une puissance dramatique assez terrible. Elle lui raconte tout, hein, y compris la chanson qu'elle a chantée au bébé. On sent que c'est tout ce qui lui reste de sa relation avec sa propre mère. Et c'est tout ce qu'elle a trouvé pour créer du lien avec son bébé et pour être un peu sa maman. Et on voit dans cette scène que Claire comme Jamie partagent tous les deux une grosse culpabilité. Là, c'est le langage corporel de Jamie, enfin de Sam, de l'acteur. Il est voûté, on sent cet homme, on sent qu'il porte une charge sur ses épaules. Et Claire, de son côté, au départ, a un visage froid. Hein. Elle semble forte, hein, c'est une manière de se protéger, mais on sent à l'intérieur qu'elle est complètement brisée. Et en réalité, c'est pas uniquement la perte de leur enfant, mais le fait que Jamie n'ait pas été là quand elle avait besoin de lui pour l'aider à surmonter son chagrin.
Et ce qu'on remarque, c'est que l'un comme l'autre sont capables d'analyser leurs propres actes. Et Claire prend conscience qu'elle est allée beaucoup trop loin dans ses exigences et elle a pris la responsabilité de ce qui lui arrivait. Et là, je trouve que on retrouve Claire voilà, dans sa lucidité, dans son intelligence. J'avais regretté dans les épisodes précédents la froideur et les demandes qu'elle a fait à Jamie. Je trouvais ça terrible, ce qu'elle a fait aussi à Mary et Alex. Et en fait, ce qu'on peut en retirer de tout ça, c'est que leur union, leur couple est basé sur le pardon, sur la confiance qu'ils ont l'un pour l'autre et sur le fait de porter leur fardeau ensemble pour les rendre supportables. Et ben, c'est ce que dit Jamie à Claire. C'est vrai qu'ils ont tous les deux eu le temps de penser à ce qu'ils ont fait et ils ont tous les deux pris acte de leur propre responsabilité. Personne ne blâme l'autre. Ou en tout cas, essaye de ne pas le faire. Et ils ressortent de cette histoire, bien sûr, différents. Ils ne seront plus les mêmes, mais ils vont grandir avec cette force-là et la force de leur pardon. Également, ce que je veux relever, c'est la phrase de Jamie qu'il dit à Claire, qu'il lui avait déjà pardonné bien avant tout ce qui s'est passé. Ça fait écho à une phrase que prononce Jamie, mais elle est dite en voix off dans l'épisode 9 de la saison 1. Vous savez, au bord de la rivière, lorsqu'ils ont une dispute assez viscérale avant la fessée. La scène finale finit d'achever les émotions que l'on a dans cet épisode lorsqu'il se retrouve devant la tombe de Faith. Alors c'est Jamie qui bien sûr a voulu y aller. C'est très symbolique. Cette cuillère d'apôtre qu'il laisse sur la tombe, hein, donc c'est Saint Andrew, c'est le saint patron de l'Écosse, donc il laisse un peu d'Écosse à sa fille puisqu'ils ne peuvent pas l'emmener avec eux. Et alors que il n'y avait eu aucun contact physique entre Claire et Jamie pendant tout l'épisode, hein, toute cette scène de retrouvailles. Enfin, leurs mains se touchent et enfin ce contact physique avant de quitter Paris et tout ce qu'ils ont pu y perdre. Alors là, pour le coup, dans le roman, les choses se passent de manière très différente. Déjà, ce que je veux relever, c'est que on a une notion du temps qui passe, du temps qui se passe pour tous ces événements dans le roman. Le chapitre 25 démarre avec Claire à l'hôpital des Anges et on y apprend que ça fait 5 jours qu'elle y est. Donc évidemment, elle a perdu le bébé et il n'y a pas de description de tout ce qui a pu se passer, de tout ce qu'on nous montre à l'écran. Et Maître Raymond se présente à l'hôpital, mais Mary Hildegarde le rejette d'abord. Et il revient discrètement et c'est là où il soigne Claire. Alors, dans le livre, on nous parle d'une aura bleutée, d'un massage de l'ensemble du corps, etc. Voilà. Il y a encore un peu plus de magie, ça n'a pas été retranscrit tel que à l'écran. Néanmoins, je trouve que la finesse du script et du coup les finesses de réalisation nous retraduisent cette histoire du bleu de manière assez maligne. Donc bien sûr, au tout début de l'épisode, on nous parle du héron bleu. Et voilà, on voit les ailes bleues aussi, hein, lorsque Claire est avec Maître Raymond. Et le bleu est présent à plein de petits moments dans l'épisode, si on y fait bien attention. Les fleurs que Fergus a dans la main sont bleues également. La Vierge Marie, la statuette, hein, la statue est bleue. Claire et son enfant, au tout début de l'épisode, hein, en 1954, portent toutes les deux des vêtements bleus. Lorsque Claire revient de l'hôpital des Anges, elle a une cape bleue. Les vêtements de Fergus sont bleus également. La calèche est bleue. Enfin, vous voyez, et il y en a certainement d'autres sur lesquels je suis passée, mais ça a été vraiment utilisé par les réalisateurs. Ensuite, et là ça change vraiment totalement, lorsque Claire finit par quitter l'hôpital, en fait c'est à la demande de Louise qui est venue la chercher pour l'emmener au Vert à Fontainebleau, hein, dans une de ses maisons. Et Fergus vient avec à Fontainebleau.
Claire, de manière fortuite, tombe nez à nez avec un pasteur pendant son séjour à Fontainebleau. Et c'est grâce à ce pasteur qu'elle prend conscience à quel point elle est furieuse contre Jamie. Magnus finit par arriver lui aussi à Fontainebleau pour remettre à Claire une lettre. C'est une lettre de Murtock qui informe Claire du départ du bateau du Portugal, vous savez, dans le plan pour contrer les plans du Bonnie Prince Charlie. Et c'est à cette occasion que Claire découvre que Jamie est à la Bastille et que Black Jack Randall n'est pas mort. Et ça fait une différence avec la série, puisque dans la série, le déclencheur pour sortir Jamie de prison, c'est les confessions de Fergus et le fait que Claire prend conscience que Jamie a trahi sa promesse pour une raison tout à fait valable, alors que du coup dans le roman, ce qui motive Claire à aller sortir Jamie de prison, c'est la poursuite du plan que Culloden, quoi. Arrêtons la rébellion. Lorsque Claire rencontre le roi à Versailles, puisque là c'est comme dans la série, ou en tout cas le roman et série sont similaires, Claire doit trouver le roi pour demander une grâce pour Jamie. Le roi parle un peu plus de politique à Claire et voilà, et lui explique qu'un Anglais influent a fait en sorte que Jamie prenne le maximum en prison, et Claire pense que c'est le duc de Sandringham. Dans la pièce ronde, dans la chambre étoilée, il y a des hommes en capuche qui sont en cercle. Ça fait un peu réunion mystique. Le serpent est présent aussi, et dans le roman, c'est le comte qui sort le serpent de sa poche. Voilà, pour départager en fait les sorciers. Et c'est Maître Raymond qui propose de boire le même poison, et c'est du sang de dragon dans le roman. Donc vous voyez, là, il y a un petit détournement dans la série. Claire, après cet épisode versaillais, revient à Fontainebleau et sombre à nouveau dans la déprime, une profonde déprime. Et elle découvre que Fergus est marqué à la fesse. Oui, vous savez, un peu probablement à la manière dont Jamie avait été marqué par Black Jack à Wentworth. Il s'est passé 3 mois depuis sa sortie d'hôpital. Et Jamie arrive, et je trouve que dans le roman, là, on a une magnifique métaphore de la lumière. Claire dit qu'il y a un cocon de torpeur qui l'entourait jusqu'à-là, qui est en train de se dissiper, et grâce à Jamie. Et c'est vrai que Claire craint d'éprouver de l'amour et qu'on le lui arrache à nouveau. Et c'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas voir Jamie jusqu'à-là. Et enfin, pour terminer un peu tout ce chapitre parisien, en fait, Jamie a 3 semaines pour quitter le pays, et ces 3 semaines-là, il y a tout un chapitre qui est consacré à la reconnexion entre Claire et Jamie, quelque part dans la forêt de Fontainebleau. Il y a de belles lignes uniquement voilà, sur le lien entre Claire et Jamie et leur relation. Là, ça serait un peu long de tout vous détailler, mais pour dire qu'ils ne quittent pas Paris comme ça. Et en revanche, ils ne se rendent pas sur la tombe de Face. À la fin de cet épisode, on comprend qu'on va quitter la France. Donc on est content de retourner en Écosse avec nos héros. La France était une partie très dure pour ce couple, et ils y ont beaucoup perdu. Claire le dit, lorsqu'elle dit que sa vertu fera partie des choses, de la liste des choses qu'elle aura perdues en France. Et si on fait un peu le point, c'est vrai qu'elle a perdu quelque chose de très important, son bébé, Face. Elle a perdu une partie de sa confiance en Jamie. On sait qu'elle va perdre Jamie. Et on en prend conscience en tant que spectateur, puisque la scène en 1954, bien sûr, Jamie n'est pas là. Et ça, c'est assez horrible. Et d'un autre côté, Jamie, lui aussi, a perdu quelque chose. Il a perdu 2 enfants. Il a perdu Face. Et il a perdu ce 2e enfant qui est présent au XXe siècle avec Claire, mais pas avec lui. Et puis, on sait aussi que Jamie a perdu Claire. Encore une fois, le flash forward en 1954 nous prouve bien que Claire et Jamie ne seront plus ensemble à la fin de la saison.
Néanmoins, petite touche positive, ils repartent avec Fergus. C'est sûr qu'ils ne laissent pas cet enfant-là derrière eux. On a hâte de retourner en Écosse, même si on sait que ce qui les attend n'est pas forcément plus simple, mais au moins ils seront chez eux, entourés de leur famille. On a hâte de découvrir ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce décryptage. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce en dessous de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, laissez-moi vos commentaires. Donnez-moi votre théorie sur cette orange. Dites-moi ce que ça remue en vous, cet épisode Face. En attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.